Merci Paul, et merci à vous tous et toutes d'être venus en bravant les éléments. Je ne pensais pas que vous auriez un tel courage. Mais vous voyez, Paul me fait déjà subir un test de popularité, parce que si seulement je vous intéresse, je ne vous ennuie pas trop. Tu essaies de parler bien dans le micro. Hein, Oui, et que, ouais, là, voilà, c'est comme ça. Et si je ne vous ennuie pas trop et que je vous apprends quelque chose, peut-être que vous consentirez à écouter d'autres exposés que je préparais pour, je ne sais pas si c'est l'année universitaire prochaine, mais là, rien n'est décidé pour l'instant. Donc, je m'appelle Charles MacDonald. J'ai appris, après j'ai fait des études de philo, etc., mais après j'ai appris l'ethnologie. Dans les années 60, 70, la discipline qu'on nous apprenait, c'était l'ethnologie, qu'on appelait aussi déjà anthropologie. Il y a toujours eu une sorte de confusion entre les deux. Ce que j'ai fait la plupart du temps, alors je suis rentré au CNRS et j'ai fait ce qu'on appelle du terrain, c'est-à-dire que j'ai été dans des populations traditionnelles, comme l'a dit Paul, pré-industrielles, plus ou moins isolées, exotiques si on veut, en Asie du Sud-Est. Et là, ce que j'ai passé mon temps à faire, vous m'entendez toujours, ça va? Ce que j'ai passé mon temps à faire, c'est de l'ethnographie, c'est-à-dire de la description. À l'époque encore, on allait dans une population et on ne savait pratiquement rien de cette population. On n'avait pas de dictionnaire, il n'y avait pas de lexique, il n'y avait pas de manuel, il n'y avait pas de gens qui étaient passés pour décrire les us et coutumes de ces braves gens, et donc il fallait tout étudier. Prendre des notes, enregistrer, et on passait son temps essentiellement à enregistrer les gens, car la matière que nous récoltions, c'était de l'oral. L'ethnologie, c'est d'abord écouter et traduire. D'abord, il faut transcrire, il faut apprendre la langue, il faut apprendre la phonologie, il faut apprendre la morphologie, il faut la parler et la transcrire et la traduire. Et finalement, ce que fait un ethnologue, ce que je faisais moi, c'était rester assis et transcrire avec l'aide de traducteurs, d'informateurs, qui en général ne parlaient pas ma langue du tout, hein, ni l'anglais, et pas vraiment la langue véhiculaire du coin, qui était le tagalog. Donc ces gens, alors j'ai étudié ces gens-là pendant assez longtemps, même une cinquantaine d'années, et j'ai aussi étudié donc des gens dans le sud des Philippines, qui s'appellent les Palawan, et j'ai également fait du terrain et étudié une autre culture dans le sud du Vietnam, enfin le centre-sud du Vietnam, des gens qui s'appellent des Raglai. Ces gens-là avaient une particularité, c'était, mais je parle surtout des Palawan, là, les autres aussi, mais moins, n'avaient pas de chef. Vous voyez, il n'y a pas de commandement. Alors, est-ce que c'est possible que des groupes humains vivent d'une façon plus ou moins harmonieuse, sans s'entretuer, d'une façon établie pendant un certain nombre de générations? La réponse est oui. Alors, à l'époque, bien sûr, et encore maintenant, bien entendu, on avait étudié, d'autres ethnologues avaient sur tous les continents étudié des populations sans chef, sans commandement, anarchiques, acrates, anarchiques au sens étymologique du terme, qui n'ont pas de chef. Voilà, c'est tout simple, hein, c'est des gens sans chef. Alors ça pose un problème, mais on était habitué, parce qu'on avait vu, étudié, décrit ethnographiquement
d'autres populations en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, au-delà du cercle arctique, et bien ailleurs, des populations sans chef. Merci pour le micro. Oui. Vous m'entendez? Non, pas très bien. Et ce micro, il n'est pas terriblement... Je suis obligé de me le mettre à l'intérieur de la bouche, pratiquement. Hein? On va peut-être essayer de monter Bon, le volume. si on pouvait monter le volume, ce serait bien. Vous m'entendez mieux, là? Oh. C'est trop fort. J'ai toujours un problème parce que ma voix ne porte pas. Donc je me faisais beaucoup de soucis. Je me disais, s'il n'y a pas de micro, on ne m'entendra pas, on ne me comprendra pas. Donc je vous racontais donc que j'avais étudié pendant assez longtemps plusieurs groupes de gens qui n'avaient pas de chef, ce qui n'était pas étonnant, mais ce qui n'était pas vraiment expliqué. Vous voyez, la théorie ethnologique, pour s'en tenir à ce terme, ou anthropologique, n'était pas arrivée à véritablement conceptualiser un tel mode de vie anarchique. Et c'est bizarre parce que dans nos sociétés, est-ce qu'on peut concevoir un groupe humain qui n'a pas de chef du tout, où personne ne donne d'ordre à personne? Bon. C'est tout de même paradoxal. Bon. Mais enfin, ça ne me gênait pas outre mesure. J'enregistrais des contes, des mythes, des lexiques, d'étudier leur. Alors, ils avaient tout de même un mode d'organisation communautaire. Ces gens qui étaient dans le sud des Philippines, qui s'appellent les Palawan, ils avaient notamment un système de droit coutumier qui permettait de régler les conflits, qui était assez sophistiqué. Les gens étaient des litigateurs nés, ils adoraient ça. Ils se disputaient, la dispute, et il y avait des juges de droit coutumier, une sorte d'arbitres, qui ensuite devaient décider qui avait raison, qui avait tort, et éventuellement mettre quelques petites amendes. Donc il y avait tout de même un système de régulation sociale. Mais en dehors de cela, ceux qui étaient des juges de droit coutumier n'avaient aucun pouvoir. Ils ne pouvaient pas donner des ordres aux gens. On ne peut pas dire aux gens, toi tu vas ailleurs, toi je t'expulse, on va prendre telle autre famille, etc., etc. Et il y avait un autre truc vraiment important, c'est que c'était des petites sociétés, si vous voulez, et la communauté est en fait une communauté locale composée de petits hameaux de 2 à 12 maisons environ, donc de 2 à 12 familles, qui étaient à quelque distance les uns des autres. Donc ils étaient assez dispersés, mais ils avaient tout de même une organisation locale. Pour habiter quelque part, normalement, il fallait être parent. Voilà. Et parent, d'une certaine façon, c'est être parent par le mariage. Donc ça, c'était déjà un petit début de structure. Et j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait « Une société simple ». Je renie ce titre, « Une société simple », en décrivant ces petits groupes locaux de parenté. Donc la parenté était tout de même un objet d'étude fondamentale pour les études d'ethnologie, pour les études d'ethnologie de ces peuples dits traditionnels, prémodernes, etc. Donc j'étudiais ça. Et là, il y a une chose qui m'a frappé, mais j'ai mis longtemps finalement, c'est un peu long la détente. J'ai mis longtemps à me dire, ces gens-là ne vivent pas dans quelque chose qu'on peut appeler, à notre sens, une société. Ils ne sont pas
antisociaux, ils ne sont pas asociaux, ils sont non sociaux. Pourquoi sont-ils non sociaux? Parce qu'ils n'ont pas de corporation. Ils n'ont pas de corporation. Ils n'ont pas de groupe, si vous voulez, local. Le seul groupe qu'on puisse repérer là, c'est un groupe local de plusieurs familles. Mais ces groupes locaux changent de composition absolument tout le temps. Et vous faites un relevé de qui habite où, avec des plans de maisons, de villages, etc. Et vous revenez un mois plus tard, les gens avaient complètement changé. La carte, si vous voulez, de la population avait changé. C'était une population en état de fluidité permanente. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plus intéressé que le fait qu'il n'y ait pas de chef, qu'il n'y ait pas de commandement, qu'il n'y ait pas d'ordre hiérarchique. On va y revenir. Et après toutes ces années passées à décrire ces populations, Philippines, plusieurs communautés, et au Vietnam, je me suis dit qu'il fallait tout de même que j'arrive à tirer ça au clair. Est-ce qu'il y avait vraiment des groupes humains qui n'étaient pas sociaux? Par exemple, donc les Inuits ne sont pas sociaux parce qu'ils présentent exactement le même faciès de fluidité, de labilité permanente, sans qu'il y ait des points de fixation, si vous voulez, sur des institutions. Alors, je me suis un petit peu plongé dans la théorie, et c'est ce que je vais vous exposer maintenant. Exposer la façon dont j'ai essayé de résoudre ce problème, et je vais essayer de vous présenter ça d'une façon nécessairement abstraite. Car pour comprendre les choses, il faut d'abord du matériel, ensuite il faut des concepts, ensuite il faut de la comparaison, et ensuite il faut de la théorie. Sinon, on ne peut pas comprendre les choses, on ne peut pas comprendre comment les sociétés humaines marchent. Donc je me suis dit, voilà, on va essayer de comprendre ce mystère de gens qui n'ont pas finalement de société au sens où nous l'entendons. Je n'étais pas le seul à le dire. Pas beaucoup de gens le disaient à l'époque. Mais je n'étais pas le seul à le dire. D'autres ethnologues étaient arrivés à la même conclusion, surtout pour des petits groupes nomades de chasseurs-cueilleurs. Ceux que j'avais étudiés n'étaient pas nomades, c'était des agriculteurs et des chasseurs-cueilleurs. Les groupes que j'avais étudiés dans les premières années de mon travail ethnographique vivaient dans la montagne. Il y avait un vêtement extrêmement traditionnel. Ils étaient assez farouches, enfin, timides. Ils n'étaient pas méchants, c'était les gens les plus adorables qui soient. Ils n'étaient pas du tout agressifs. Cette caractéristique de de n'être pas social, il la partageait avec des gens purement chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire nomades. Ces gens n'étaient pas nomades, ils pratiquaient l'agriculture sur brûlis, qui consiste à défricher un pan de forêt ou de jachère, mettre à feu, la cultiver pendant quelques années, 3 ou 4 ans, et puis ensuite aller se déplacer vers un autre pan de forêt, éventuellement en changeant sa résidence pour revenir ensuite au point de départ. Donc ils étaient, on les appelait aussi semi-nomades. Ils n'étaient pas vraiment nomades, ils étaient semi-nomades. Mais ils étaient tout de même ancrés sur l'agriculture. Donc ils devaient rester sur place un certain temps.
hein. Parce que si vous cultivez le riz, c'était le cas, mais aussi bien d'autres cultigènes, vous devez attendre que ces cultigènes arrivent à maturité pour pouvoir les manger. Donc forcément, vous ne pouvez pas vous débarrer à 30 km de là. Vous devez tout de même rester à proximité de votre champ, mais vous pouvez changer de terrain de culture pratiquement tous les ans. Une dernière caractéristique que je voudrais signaler de ces Palawans, les gens que j'ai étudiés, c'est qu'ils sont tout à fait pacifiques, non violents. Ce sont des gens non violents. J'ai passé 50 ans avec eux, de façon intermittente, resté 50 ans sur place. J'ai dû rentrer pour passer des diplômes, présenter un doctorat, etc., etc., écrire des livres. Mais c'est des gens qui répriment, ou en tout cas contrôlent, l'agressivité. Et l'agressivité interne, je n'en ai, crois, jamais vraiment vu. En tout cas, de façon physique, violente. Ils ont peur de la violence parce qu'ils savent très bien ce que c'est et ce que ça peut leur coûter. Et cela leur a coûté au cours des siècles énormément de larmes et de sang, parce que dans toute cette région d'Asie du Sud-Est maritime et aussi d'Asie du Sud-Est continentale, les populations tribales, comme les Palawans, étaient rasiées régulièrement par les chasseurs d'esclaves, qui, par exemple, au XVIIIe siècle, ont pratiquement dépeuplé des régions entières. Donc, ces gens-là avaient appris dans leur histoire à se méfier de groupes prédateurs qui voyaient dans ces populations une réserve de main-d'œuvre servile. Les esclaves, ils en faisaient des esclaves et ils vendaient ces esclaves au marché européen, qui avait besoin de main-d'œuvre servile sur les bateaux, etc. Bon, j'ai fait un peu le tour de tout ça. Et maintenant, je vais attaquer la partie plus abstraite des choses. Ah oui, la partie la plus abstraite. Les sociologues et les anthropologues se sont tout de même demandé est-ce qu'on pourrait, d'une certaine façon, classer de façon simple et élémentaire toutes les sociétés du monde. Alors il y a eu évidemment des réponses. Le grand sociologue Émile Durkheim avait fait une distinction entre la solidarité mécanique et la solidarité organique. Un sociologue allemand du nom de Tönnies avait fait une différence, avait montré qu'il y avait deux formes de société, la Gemeinschaft, c'est-à-dire la communauté, et la Gesellschaft, qui est la société hiérarchique. C'est intéressant parce que, vous voyez, Gesellschaft, c'est un mot allemand qui vient de Zelle, qui vient de Salle, qui est la salle. La société, c'est les gens qu'on peut mettre dans une salle. Voilà, nous, on a une société, Gesellschaft. Et donc, les sociologues se sont beaucoup intéressés à la façon dont on pouvait montrer les sociétés, les anthropologues aussi, dans des contenants. Voilà. C'est que ça, l'idée, c'est qu'on les met dans des contenants. Il y a eu d'autres tentatives de simplification, si vous voulez. Max Weber, qui était un grand sociologue allemand, pensait qu'il y avait trois genres de sociétés. Les sociétés traditionnelles, les sociétés charismatiques et les sociétés légales, du point de vue
de la domination. Donc toujours du point de vue de l'ordre. D'accord. On peut citer Marx, qui voit dans l'histoire des sociétés une lutte entre les détenteurs des moyens de production et ceux qui n'ont pas ces moyens de production, et puis tous les autres, les paysans, les artisans, etc. Voilà. Il y a également les travaux d'un érudit philologue et anthropologue qui s'appelait Dumézil, et qui a dit voilà, il y a 3 fonctions dans les sociétés indo-européennes, c'est-à-dire les sociétés de l'Inde ancienne et moderne, la société romaine classique et la société de l'Ancien Régime. 3 fonctions qui divisent la société en 3 groupes: la souveraineté, la force et la fécondité. Et plus récemment, des sociologues sont aussi arrivés à la conclusion qu'il y avait 2 formes de société, 2 façons de se représenter la communauté humaine, la communauté hiérarchique et la communauté coopérative. C'est Karl Vrudmeter. Et des gens qui travaillent à l'école normale supérieure sur ce qu'ils appellent l'agoramétrie, c'est-à-dire l'étude des opinions. Donc, ils ont fait des calculs savants et se sont rendus compte qu'il y avait effectivement toujours ces 2 oppositions qui permettaient de regrouper les représentations de la société, ceux qui sont du côté de l'ordre et ceux qui sont du côté de l'équivalence. Donc moi j'étais un peu parti là-dessus, vous voyez, simplement. Je dis voilà, moi mon modèle c'est ça. Alors ça m'est venu comme ça, je me dis il y a des sociétés où les gens sont égaux, et il y a des sociétés où les gens ne le sont pas. Égalité, inégalité ou hiérarchie. Ensuite, il y a 2 choses qui sont pour moi saillantes, parce que vous essayez de rechercher. Parce que je suis en train de vous indiquer la façon dont j'ai réfléchi, qui n'est pas certainement la meilleure façon de réfléchir, mais c'est la mienne. C'est celle que je préfère. Il y a les corporations, je vous ai dit tout à l'heure. Les Palawans, c'est des gens qui vivent, et d'ailleurs les Raglais aussi du Vietnam, des gens qui vivent sans corporation, vous voyez, sans groupe, qui se perpétue dans le temps et qui a un centre symbolique et qui a un centre de décision. Bon. Ils ont des réseaux. La notion de réseau maintenant, elle est évidemment très connue, mais il ne s'agit pas de réseaux pseudo-sociaux, mais de vrais réseaux de personnes qui se connaissent et qui, d'une certaine façon, coopèrent. Et qui coopèrent. Bon. Et enfin, il y a une distinction qui me paraissait tout à fait cruciale, c'est la différence entre le partage et la réciprocité. Cette distinction n'est pas apparue dans la théorie ethnologique ou anthropologique récente, anciennement, elle est arrivée récemment, mais je peux vous assurer que la plupart de mes collègues ethnologues ou anthropologues n'ont pas vu cette distinction, n'ont pas compris cette distinction. Alors, j'explique. Un des grands modèles de l'ethnologie, c'est le modèle du don, ainsi qu'il a été expliqué, défini, théorisé par un des grands fondateurs de l'ethnologie et de l'anthropologie moderne, Marcel Mauss. Bon, Marcel Mauss, c'était... Et Marcel Mauss disait, voilà, il y a 3 opérations qui sont impliquées dans le don. D'abord, donner,
devoir donner, ensuite devoir accepter, et enfin devoir rendre. A donne à B, B accepte, puis ensuite rend à A. Ça peut aussi aller en cercle. A donne à B, qui donne à C, qui donne à X, qui donne à A. Ça revient en maths. Donc, ça. Mais le partage, et ça c'est la réciprocité. C'est la réciprocité. Donc voilà, la réciprocité, c'est l'alpha et l'oméga de l'économie primitive. C'est, on dit des gens, des anthropologues, à mon avis pas très bien informés, le contrat social des sociétés traditionnelles, des sociétés tribales, primitives. Le contrat social, c'est le don. Et un des grands anthropologues du siècle dernier, qui est Claude Lévi-Strauss, lui dit que c'est synthétique. C'est quelque chose de synthétique, c'est quelque chose qui permet de comprendre les relations minimales entre les personnes qui ensuite font de cela du social, de la société, de la communauté. Il faut de la réciprocité. A donne à B qui rend à A. Bon. Et le partage, c'est tout à fait différent. Tout à fait différent. Et c'est une différence extraordinairement simple. Et on se vraiment demande pourquoi la plupart de mes collègues n'en ont pas vu, comprise. Certains biens dans des sociétés de chasse ou cueillette, ou même sociétés agricoles qui pratiquent la chasse, et lorsqu'un animal, une grande quantité de viande est obtenue, mettons par un chasseur ou par quelqu'un qui a un piège, et chez les Palawans, dans la montagne en tout cas, si quelqu'un obtient un sanglier, qui est le seul gros animal chassé dans cette région, dans cette île, il l'amène à son village, enfin dans sa petite communauté, je dis des petites communautés locales, il l'amène à son beau-père, et le beau-père fait des parts, et autant de parts que de personnes dans le village. Vous voyez, donc il n'y a pas de don. Le chasseur ou le trappeur ne donne pas, il amène dans le village, très exactement, comme le facteur amène un colis ou une lettre dans votre boîte à lettres. Vous n'avez pas, il ne vous donne pas, il l'amène tout simplement. Et ça, c'est vraiment synthétique, et ça, c'est vraiment le contrat social des sociétés, des communautés non hiérarchiques, anarchiques, acrates, de kratos grec, krate. Bien, donc je me suis dit, sur cette base, continuons. Alors là, ça devient un tout petit peu plus compliqué et technique. C'est une crampe. Ça devient un peu plus... Disons, je vais pas vous embêter avec des trucs trop abstraits et techniques. Disons que l'égalité peut s'exprimer dans un langage formel mathématique. C'est l'équivalence. L'équivalence, c'est une certaine relation binaire qui est symétrique, réflexive et transitive. A est égal à B, B est égal à A, et si A est égal à B, B est égal à C, alors A est égal à C. L'égalité. C'est, si vous voulez, déjà un niveau de formalisation intéressant. La hiérarchie s'exprime par ce que les mathématiciens appellent une relation d'ordre, et particulièrement une relation d'ordre partiel,
qui est réflexive, antisymétrique et transitive. Exemple, un général est supérieur à un colonel est supérieur à un capitaine, et donc un général est supérieur à un capitaine. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est de la formalisation mathématique, mais elle est très intéressante parce qu'un anthropologue américain qui s'appelle Fiske, Alan Page Fiske, a conceptualisé les 4 relations fondamentales qui permettent d'expliquer toutes les relations sociales. Mais je ne veux pas trop insister là-dessus. Je vais continuer. Alors c'est un petit peu petit, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a dans ce tableau. Alors il s'agit là de ce que j'appelle une matrice anthropologique. On peut appeler ça autrement. Les gens qui font de l'épistémologie, c'est très savant, on peut appeler ça un modèle, une structure, un paradigme, etc., etc. Bon, disons que c'est une structure conceptuelle. Il y a 2 colonnes. Il y a 2 colonnes. Et dans chaque 6 lignes, 2 colonnes, 6 lignes, dans chaque ligne, il y a des concepts, des mots qui sont définis. Un concept, c'est pas compliqué, hein, c'est un mot qui est défini. Et un des problèmes des sciences sociales et des sciences humaines, c'est qu'on s'exprime dans un langage polysémique, c'est-à-dire avec des mots qui ont plusieurs sens. Voilà, et donc souvent il y a une confusion. Il faut être clair et distinct, comme disait Descartes. Hein. Il faut être cartésien. Il faut définir les mots. Bon. Donc ces mots, qui sont des concepts, puisqu'ils sont définis, s'opposent 2 à 2, de la colonne de gauche à la colonne de droite, et sont corrélés, forment une corrélation à l'intérieur de chaque colonne. Donc vous voyez déjà là, on a un objet mathématique intéressant. Parce qu'on va pouvoir... j'ai mal, putain, on va pouvoir jouer avec, on va pouvoir, on va pouvoir continuer dans cet esprit, n'est-ce pas, de conceptualisation un peu mathématique. Donc j'ai déjà parlé de l'équivalence et de l'ordre, et évidemment l'autonomie, que je préfère au mot liberté. Vous voyez, là, c'est encore ces termes, liberté, c'est un terme philosophique qui a tellement de sens différents. Donc moi, je ne suis pas suffisamment philosophe pour vous dire quel est le sens le meilleur. En revanche, si je dis autonomie, c'est quelqu'un qui se donne sa loi à lui-même. C'est quelqu'un qui décide pour lui-même ce qu'il doit faire et qui ne reçoit pas de l'autre un ordre qui lui oblige à faire quelque chose, qui est l'hétéronomie. Donc voilà. Alors, équivalence et autonomie sont aussi, d'une certaine façon, tautologiques. Car si je suis égal à tout le monde et tout le monde est égal à moi, personne ne peut me donner d'ordre, et donc c'est à moi que je vais donner des ordres et personne d'autre. Donc c'est déjà à la limite tautologique. Réseau et corporation, j'ai plus ou moins expliqué ce que c'était. Je crois que c'est quelque chose de très empirique. Alors, les réseaux, alors on a beaucoup travaillé en sociologie, ça c'est pas vraiment mon domaine, la sociologie des réseaux. C'est aussi un domaine très mathématisé et très intéressant. Et ensuite arrive la ligne lien faible, lien fort. Lien faible, lien fort. Alors, j'insiste sur cette antinomie entre les liens faibles et les liens forts.
Les liens faibles sont les liens que nous nouons au cours de notre vie avec des amis, des parents, des collègues, etc., etc. Les liens forts sont les liens qui sont institutionnalisés, si vous voulez. Par exemple, l'amour, c'est un lien faible, mais le mariage, c'est un lien fort, parce que le lien fort a pour caractéristique d'être octroyé par une puissance supérieure. Hein, Dieu, l'Église, monsieur le maire, madame le maire, voilà, une autorité. Mais dans l'amitié, je n'ai pas d'autorité à consulter pour être ami avec telle ou telle personne. Donc, c'est le fait de ne pas dépendre d'une autorité tierce pour créer ou maintenir ce lien. Mais une autre chose qui est très intéressante, c'est que les liens faibles, bien nommés, ne sont pas permanents et ne sont souvent pas pensés comme permanents. Et si on regarde derrière nous, même si on n'est pas très âgé, qu'est-ce qu'on voit? Un océan d'amis, de connaissances qui nous importaient beaucoup, d'amour, qui ont disparu de notre vie. Les liens faibles sont faibles. Ils ne durent pas nécessairement toujours, sauf de façon exceptionnelle. L'amour dure toujours. Non, l'amour meurt tous les jours. Donc c'est une façon dont certains philosophes essaient de vous faire croire que l'amour ou l'amitié sont des liens éternels et transcendants. Eh bien, ce n'est pas mon analyse. Les liens faibles sont faibles. Nous vivons comme ça. Et si vous voulez, c'est très bien comme ça. Parce que si on devait, quand on grandit par exemple à l'école, garder toute la vie les 3 ou 4 meilleurs amis ou amis qu'on avait à l'école, vous vous rendez compte de la difficulté, on ne pourrait plus rien faire. Il faut que ça circule. Vous voyez, cette notion de réseau et de fluidité qui est présente dans le concept de lien faible. Donc, les liens faibles sont immanents. Je passe à la dernière ligne. Peu importe l'ordre de ces différentes lignes, je peux changer l'ordre de ces lignes. C'est ce qu'on appelle des corrélations. Donc, j'utilise un vocabulaire cette fois un peu philosophique pour décrire quelque chose qui est psychologiquement prégnant, c'est l'immanence et la transcendance. Donc la transcendance, c'est ce qui s'impose de l'extérieur, d'en haut, et d'où l'on tire sa doctrine morale. Tandis que l'immanence, c'est ce qui est ici et maintenant. Par exemple, l'immanence qu'il y a dans ma relation à une autre personne réelle, Jean-Louis par exemple, notre relation là est immanente. Et nous ne recevons pas du ciel platonicien ou autre ce lien d'amitié qui nous lie, n'est-ce pas? Donc ça c'est très très important, très très important. Mais je pense que les anthropologues, les ethnologues ont raté l'importance de cette notion de lien faible. C'est un sociologue un sociologue américain qui était d'ailleurs très, très astucieux et qui avait parlé de la force des liens faibles, mais dans un autre sens que moi. Moi, je l'ai un petit peu recyclé, sa notion. Pour lui, les liens faibles, c'était des liens distants, avec des connaissances, mais les liens forts étaient des liens intimes, si vous voulez, très forts avec des gens. Mais moi, donc, j'ai redéfini cela
en fonction de l'immanence et de la transcendance. Alors il y a autre chose. Donc pour moi, ça, c'est déjà une structure qui me permet de comprendre qu'il y a deux formes possibles de société humaine, qu'on peut résumer en anarchique et hiérarchique. Mais en même temps, je me dis, cette structure conceptuelle, elle doit être encadrée par quelque chose que je n'arrive pas à définir, que je n'arrive pas à prouver, c'est-à-dire un axiome. C'est une proposition que l'on n'arrive pas à prouver, en tout cas dans sa propre discipline, mais à partir de laquelle les choses commencent à exister. Donc c'est l'axiome de grégarisme. Je viens d'avoir une longue conversation épistolaire avec un collègue biologiste et zoologue, et je lui ai demandé, est-ce qu'on peut dire que les êtres humains sont grégaires avant d'être sociaux? Je lui ai dit, les Inuits ou les Palawans ne sont pas vraiment sociaux au sens où nous l'entendons, mais alors ils sont extrêmement grégaires, ils ne vivent pas isolément. Ils ne sont pas, d'une certaine façon, individualistes, que le terme et la notion d'individualisme demandent des explications. Ils sont à la fois individualistes parce que autonomes, mais grégaires. Ils vivent en groupe. Alors, nous sommes grégaires parce que nous vivons en groupe. Il y a effectivement, dans le règne animal, des espèces plus grégaires et des espèces que mon collègue Thierry Laudet appelle des espèces individualistes, c'est-à-dire qu'ils sont moins grégaires. Par exemple, la plupart des grands félins ne sont pas très grégaires. Ils vivent à l'état plus ou moins isolé. Il y a grande exception, c'est les lions. Les lions forment des sociétés de femelles et de mâles qui chassent ensemble, élèvent leur progéniture ensemble, etc., qui coopèrent. Mais chez les grands félins comme les tigres, non, il n'y a pas de... Les hyènes sont extrêmement grégaires. Et chez nos amis les primates, la grégarité, le grégarisme, il faut dire grégarisme, n'est pas égal dans toutes les espèces. Les bonobos, les chimpanzés, sont très grégaires, et on peut dire sociaux. Les orang-outans ne le sont pas. Et les gorilles le sont un peu à moitié. C'est pas les... Donc il y a une variété même dans le règne animal, et même chez nos cousins les plus proches, les primates, il y a des différences dans le grégarisme. Ensuite, pourquoi est-ce que tout ça doit finalement aboutir à quelque chose qui est indispensable à tous les niveaux du vivant, et pas seulement les humains, c'est la coopération. Il faut coopérer. Mais il y a deux façons de coopérer. La coopération forcée, si mon capitaine me dit d'aller balayer la cour, je dois aller balayer la cour. Et puis il y a la coopération volontaire. Je peux avoir envie de balayer la cour parce que j'ai un sentiment d'être utile à mes camarades, par exemple. Vous voyez. Mais ça, c'est deux formes de coopération absolument antithétiques. On me dirait, chez les êtres humains, les choses ne sont pas aussi noires et aussi blancs que je suis en train de prendre ma grande hache dualiste, lame, et je coupe tout en deux. Et dans la réalité empirique, les choses ne sont pas aussi tranchées.
ne sont pas aussi tranchés. Il peut y avoir des états intermédiaires. Alors, ça, c'est un rappel, si vous voulez, des 4 points essentiels. Et ça, c'est la forme, disons, discursive de dire la même chose que dans les tableaux. Là-bas. Ces tableaux, c'est vraiment des trucs importants pour comprendre les choses vite et de façon synthétique. Mais on n'est pas forcé de tout mettre dans des tableaux. On peut exprimer les choses de façon beaucoup plus littéraire, si vous voulez. Donc, des communautés, des groupes établissent leur ethos et leur mode de fonctionnement sur des maximes simples. Les sujets sont des personnes concrètes et idiosyncrasiques. Alors, j'ai pas idiosyncrasique, c'est-à-dire finalement singulière, montrant de la singularité. C'est aussi un des aspects de l'immanence. Jean-Louis est singulier. Il ressemble à aucun autre. Et sa singularité fait partie de la relation que j'ai avec lui. Donc, des relations entre personnes, dans une relation d'équivalence, d'égalité, dans un rapport d'immanence, et leur action obéit à l'entraide, au mutualisme et au partage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, phrase importante. Dans les théories évolutives de la coopération et de l'évolution de façon générale, appliquées aux groupes humains en particulier, la notion d'altruisme et d'égoïsme a été extrêmement saillante. Voilà, c'est des notions très saillantes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être altruiste? Ça veut dire avoir une action qui ne nuit pas aux autres et qui est utile aux autres. Mais l'égoïsme, c'est d'avoir une action qui nuit aux autres ou qui n'est utile à personne qu'à soi-même. Or, ça, c'est des notions, vous voyez, aux États-Unis, c'est très important, ça. Les actions altruistes et les actions. Comment est-ce qu'on fait? Parce que, n'est-ce pas, l'anthropologie évolutive, évolutionnaire, était partie de l'idée que finalement le sujet est égoïste. Les êtres humains sont fondamentalement animés par leur propre intérêt et non pas par l'intérêt des autres. Donc il y a une sorte d'autonomie radicale entre l'égoïsme et l'altruisme. Or, on peut être les deux. On peut être altruiste, avoir une action altruiste d'intérêt personnel. Pour 2 raisons. D'abord, parce que si on aide les autres, ils vous aident. Et ensuite, parce que ça fait plaisir d'aider les autres. C'est un de nos liens à la vie. Comme j'ai essayé maladroitement de vous le dire, c'est nos relations aux autres, personnelles, concrètes, immanentes, qui font finalement tout le sel de la vie. Donc le coefficient d'égoïsme est réduit. La distribution des choses obéit au principe de partage, pas seulement. Les liens. Alors oui, vous pouvez me dire, bon, les gens, je vous ai expliqué ce que c'était que le partage. Le partage, c'est pas du don. Dans le partage, on ne fait que recevoir. Mais les Palawan, comme les Raglaï, comme les autres populations qu'on a étudiées dans le monde, pratiquent toutes les formes de transaction. Pas uniquement le partage, pas uniquement le don, pas uniquement l'achat, ce qu'on appelle les prix du marché, pas uniquement des rapports comptables entre les gens.
Alors, ils pratiquent un peu tout. Ils partagent, ils prêtent, ils donnent, ils empruntent, ils gagnent un peu en échangeant des choses, etc., etc. Donc là aussi, c'est pas tout noir et tout blanc. Alors les liens sont faibles, négociables, et doivent respecter certaines conditions comme la déférence, l'amitié ou une neutralité bienveillante. La déférence, important, la déférence. Et il n'y a pas de pouvoir. Alors, je vous entends déjà, vous me direz, mais s'il y a de la déférence, il y a du pouvoir. Là aussi, il est important de définir les choses bien. Le pouvoir, c'est différent de l'autorité, pour des raisons très évidentes et simples. Par exemple, je veux dire à quelqu'un, tu dois faire ça. Mon capitaine m'oblige à faire ça. Ça, c'est le pouvoir. C'est de donner des ordres et être obéi. Mais l'autorité, c'est pas ça. C'est être respecté de façon rationnelle, comme le disait Max Weber. Et l'autorité d'un ancien, qui n'est pas nécessairement le pouvoir d'un ancien. L'ancien donne des conseils, fait de longues homélies, dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Alors ça, c'était très drôle, vous voyez, pendant mes années de terrain. Vous voyez, un ancien, il y avait des anciens qui tenaient des grandes réunions et qui haranguaient leur petit peuple, en disant « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça », etc. Et tout le monde opinait du bonnet, d'un air pénétré, et rentrait chez soi et faisait exactement ce qu'il voulait. Oui. Simplement, les anciens, ils rappelaient la norme. Ils rappelaient ce qui était le bien et le mal. C'est très important. Il faut le rappeler, ça, de temps en temps, dans une communauté. Et donc, il peut y avoir de la déférence et de l'autorité sans qu'il y ait de pouvoir. Alors, évidemment, les sociétés dans lesquelles nous vivons sont basées sur la supposition que les sujets sont des agents abstraits ontologiquement. Oula. Abstraits ontologiquement. Ça, c'est. Là, vous voyez, là, on monte d'un cran, là, attention. Oui. Par exemple, être citoyen, c'est être défini dans son être propre comme appartenant à une entité étatique. Mais moi, Charles, je n'ai pas besoin d'être défini comme citoyen pour exister en tant que personne. Mais la définition de mon statut dans la société étatique, elle est, encore une fois, transcendante et dépend de pouvoirs qui m'échappent. Si monsieur l'agent m'arrête et me dit « montrez-moi votre permis de conduire », je dis « ah mais j'ai oublié, j'ai pas mon permis de conduire ». Je l'ai laissé dans mon armoire. Il me dit « ça fait rien, vous avez pas... je vous mets à l'amende ». Et moi, je ne peux pas discuter, il ne peut pas me croire. Il ne peut pas me croire. Et pourtant, je suis quelqu'un d'honnête, je lui dis la vérité. Mais la vérité qui vient de ma personne concrète, ontologiquement concrète, n'a aucune valeur dans le domaine de la société générale et de l'État. Donc ça, il faut le comprendre. Donc nous vivons tous, tout de même, dans deux réalités différentes, un peu schizophréniques, n'est-ce pas ? Une réalité où nous sommes des personnes concrètes, qui pensent, qui sentent, qui ont des relations immanentes directes avec d'autres, mais nous sommes en même temps des êtres abstraits qui sont définis par leur appartenance à une entité étatique. Et il faut marcher sur la corde raide, parce que, évidemment, les deux ne sont pas
égale. Mais en général, je pense que, souvent on confond ces deux réalités. Et on ne comprend pas pourquoi finalement vivre dans une société étatique demande un effort particulier pour comprendre qui on est. Qui suis-je? Qui suis-je? Moi, Charles? Ou est-ce que je suis ce citoyen qui doit payer des impôts ou qui fait un passeport? J'ai déjà un passeport. Puis j'ai une carte d'identité. Si je n'ai pas le passeport et la carte d'identité, je suis ontologiquement nié. Je n'existe plus dans la société où nous sommes. Donc, j'ai deux identités, si vous voulez, une identité de citoyen, d'agent de la société étatique et une identité de personne idiosyncrasique, c'est-à-dire singulière, qui a des goûts particuliers, une histoire particulière, des sentiments particuliers, qui suis singulière. Et donc il faut bien comprendre qu'on vit dans ces deux réalités qui sont l'une et l'autre, d'une certaine façon, ontologiques, c'est-à-dire qui nous définissent en tant qu'être, en tant que personne. Et les Palawan n'ont jamais ce problème. Les Inuits n'ont jamais ce problème. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Lungaya, Modiato, c'est Lungaya, Modiato. Ce ne sont pas des gens qui appartiennent à la société Palawan, ce sont des personnes. Voilà, des personnes que je connais et avec lesquelles je vais établir des rapports d'amitié ou autre et de coopération. Mais dans le ce type social où nous vivons, les sujets sont hiérarchisés et l'action est principalement en fonction d'un intérêt égoïste. Je ne dis pas qu'elle est uniquement fonction d'un intérêt égoïste, car nous sommes capables d'agir de façon altruiste en pensant que notre action est utile à d'autres personnes. Donc, encore une fois, les choses ne sont pas complètement... Elles sont tranchées, si vous voulez, sur le plan abstrait. C'est ce que je voudrais aussi expliquer, c'est que quand on fait de la théorie, on est forcé d'être abstrait et on est forcé de distinguer nettement et clairement, comme on disait Descartes, les choses. Maintenant, dans la réalité, tout n'est pas absolument blanc et tout n'est pas absolument noir. Donc les liens entre sujets sont forts, pensés comme permanents, sanctifiés par une autorité transcendante, toujours la même, qui est Dieu, l'Église ou l'État. Et le pouvoir, parce que ce sont des sociétés, des ensembles, si vous voulez, définis par la hiérarchie, par l'ordre partiel, même total, mais surtout partiel. Parce qu'en dessous du généraux, il y a beaucoup de colonels, et en dessous des colonels, il y a beaucoup de capitaines. Voilà, donc c'est partiel. Et donc, c'est une dimension absolument essentielle de notre vie collective. C'est le pouvoir. C'est pour ça qu'on a beaucoup interprété les choses en fonction de pouvoir. Les philosophes, les anthropologues, c'était le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Mais cette notion de pouvoir ne s'applique pas de la même façon à des gens comme les Inuits ou les Palawan. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Bon, écoutez, je vais encore... Donc, dans cette matrice, alors encore une fois, on peut appeler ça autrement, on peut appeler ça structure conceptuelle, paradigme, machin, enfin peu importe. J'ai mis à peu près les mêmes choses, n'est-ce pas? Mais en bas, j'ai noté deux dimensions, et on a plus exactement deux interprétations de modèles qui sont extrêmement intéressants sur le plan théorique, mais que je n'ai pas encore complètement compris.
c'est le modèle des attracteurs. Alors vous voyez, c'est vrai que les groupes humains sont comme des nuées d'individus qui se baladent comme ça. Et on peut appliquer au moins la métaphore de la météorologie aux êtres humains, enfin aux multitudes, pas aux individus, mais aux multitudes, qui bougent comme ça, dont certaines sont fluides, dont certaines sont très, comment dirais-je, très fixées. Et la notion d'attracteur a été utilisée en mécanique des fluides pour prédire le temps, donc pour prédire l'évolution de la météorologie. Donc il y a deux sortes d'attracteurs, un attracteur simple et un attracteur qui est appelé étrange parce que le monsieur qui l'a conçu, c'est M. Lorentz, qui était donc un météorologue et qui a fabriqué un modèle qui ressemblait à un papillon. C'est un attracteur étrange. Un attracteur, c'est, si vous voulez, ce qui attire un petit peu comme dans un système solaire d'attraction des astres entre eux, ce qui attire les événements. Tandis que dans un cas, on a des ellipses et des cercles relativement fermés, relativement petites. Et dans un autre cas, l'attracteur étrange, on a des choses tout à fait bizarres qui se passent. Ça tourne un peu dans tous les sens, si vous voulez. Et ces notions sont très intéressantes, très abstraites, et demanderaient des explications beaucoup plus longues et détaillées. Mais la mathématique est tout de même la façon dont nous arrivons à penser les choses. Voyez. Donc je suis toujours très attiré par la notion de formalisation mathématique. Les structures fluides sont des attracteurs étranges, c'est-à-dire où des tas de choses bizarres se passent. On ne sait pas trop. Les attracteurs simples qui font finalement, qui restreignent les possibilités que tel événement météorologique se produise. Et donc, on dit les bassins d'attraction sont différents. Les bassins d'attraction des sociétés, des communautés, des structures fixes, non fluides, si vous voulez, sont très vastes. Et les bassins d'attraction des structures fluides sont restreints. Et ça peut expliquer le fait, et je vais sans doute terminer là-dessus tout de même parce que ça peut expliquer le fait que nous connaissons dans notre vie collective au sens large, à la fois des moments de grégarisme anarchique. Par exemple, nous faisons des randonnées avec des camarades, des amis, des pique-niques, et nous partageons les choses librement. Il n'y a pas de chef, personne ne commande, on va faire du vélo, chacun dit bon on va aller là, bon. Et évidemment, nous vivons aussi dans une société profondément hiérarchisée, avec des statuts très 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 forts, et où nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des sous-fifres complets. Parce que les sociétés que nous avons créées, les ensembles, les multitudes collectives que nous avons créées, sont toujours faites pour l'avantage de quelques-uns
et le désavantage de beaucoup. Donc là, on va partir sur des considérations théoriques que je ne ferai pas, mais que je voudrais peut-être vous présenter, si vous voulez m'écouter encore une fois, ou écouter à une autre occasion, entre démocratie et autocratie, tyrannie et anarchie. En fait, la définition, c'est la dernière note théorique que je vous donne comme ça, c'est que l'anarchie, c'est le chaos. Mais le chaos est structuré. Le chaos est structuré. Là encore, il faut demander aux mathématiciens comment ils expliquent ça par les attracteurs. Les sociétés anarchiques, les collectivités, les communautés anarchiques dont j'ai parlé sont des communautés de chaos structuré. Mais ce ne sont pas des communautés sans aucune organisation. Il y a une organisation, mais c'est une organisation chaotique. Encore, n'est-ce pas, un paradoxe, mais finalement dans tout ce que j'ai dit, c'est ce paradoxe que je voulais illustrer, à savoir que ce qui nous paraît finalement impossible à maintenir dans une vie collective stable et harmonieuse peut se concevoir au moyen de certains concepts qu'il faudra mieux expliquer la prochaine fois. Mais vous avez des questions là, je suis sûr.